Alors moi, je les joins depuis mon studio à Moncton, mais les deux sont au centre du pouvoir de Fredericton. Bonjour, Jacques Poitras, journaliste de CBC. Ça va bien aujourd'hui? Bonjour, oui. Et Alix Villeneuve, c'est votre collègue, notre collègue, qui couvre la politique à Fredericton, qui est avec nous pour le café de cette semaine. Bonjour, Alix. Bonjour, Martine. Alors, à Fredericton, j'espère que ça va bien, parce que je pense que ça prend de l'énergie cet été. On ne peut pas tout à fait mettre la pédale douce. Il y a quand même pas mal d'actualités pour nous tenir occupés. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer avec vous, Jacques Poitras, parce qu'il s'est passé cette semaine un développement assez intéressant dans une affaire qui remonte à il y a quelques années. Je pense qu'Alix Villeneuve n'avait pas encore son diplôme d'études secondaires quand tout ça s'est passé au Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire le congédiement de Margaret Ann Blaney, qui était rendue à la tête d'une corporation qui était plus députée, mais c'est une femme d'allégeance conservatrice. On était à ce moment-là dans un gouvernement libéral, puis elle s'était fait renvoyer. Puis là, on apprend que c'était de façon injustifiée. Elle est dédommagée. La province va s'excuser. En quoi c'est une grosse affaire, cette affaire-là, Jacques? Bien, absolument. Madame Blaney était congédiée en 2014 sans sévérance et sans le droit de contester son congédiement. Posez pas de questions. Les libéraux ont adopté un projet. Les libéraux ont adopté un projet de loi pour l'empêcher. Et le tribunal a décidé cette semaine que ça violait ses droits, les droits de la personne. Absolument, la nomination était vue comme politique et partisan à l'époque. Mais le moment qu'elle était en poste, elle avait certains droits. Normalement, quand on voit un gouvernement sortant, comme David Alward était en 2014, c'est eux qui s'occupent de congédier certaines nominations politiques avec une sévérance. Et c'est pas arrivé avec Mme Blaney en 2014. Alors là, les libéraux sont arrivés au pouvoir et ils avaient rendu la nomination de Mme Blaney tellement controversée, tellement toxique que je pense qu'ils ne pouvaient pas même penser de le congédier avec la sévérance. Alors, ils ont adopté ce projet de loi-là et le tribunal a décidé que c'était absolument injuste. Maintenant, il faut souligner que Susan Holt a décidé de ne pas contester cette décision, de s'excuser pour la province, pas pour un gouvernement libéral, parce que la décision du tribunal souligne que pendant 6 ans, le gouvernement de Blaine Higgs a adopté la même position sur Mme Blaney. Ils essayaient de l'arrêter, de poursuivre ça devant le tribunal. Personne de politique voulait toucher à ça avec une pôle de dossier. C'était toxique pour les deux parties. Oui. Et alors, c'est un grand saga légal avec beaucoup de leçons pour les politiciens, comment traiter ces nominations-là. Et vous l'avez dit, elle avait reçu aucune indemnité, et puis on avait même fait une loi pour le faire en sorte que ce soit ainsi. Mais là, elle a quoi, plus de 700 000 de dédommagements, là? Je pense que c'est... Oui, quand on prend pension, salaire, vacances, voilà. dommages, oui. Voilà, qui est... Bien, vous, qui avez regardé tout ça se déployer, Alix Villeneuve, cette semaine, qui étiez, comme je le disais, je crois pas me tromper, encore à l'école. Vous étiez pas au Nouveau-Brunswick? Non, en effet. Lorsqu'elle a démissionné pour quitter la vie politique, j'étais en effet, Martine, encore au secondaire. OK. Mais sachant ce que vous savez de la politique actuelle là, au Nouveau-Brunswick, quand même, je suis intéressée de savoir votre regard là-dessus. Ça montre aussi l'importance d'avoir dans la salle de nouvelles des collègues comme Jacques Poitras qui représentent la mémoire pour m'aider. Là. Ce que j'ai lu là-dedans, ce qui est intéressant, que je trouvais que il y a quand même une certaine alternance entre à la province. Si on prenait, pour le besoin de la conversation, là, si on dit que c'est une entreprise privée, bien, son PDG change à tous les 4-5 ans à peu près. Là. Ouais. Donc, ici, il y a donc des changements idéologiques qui arrivent, qui veulent apporter leur propre personnel, plusieurs impératifs aussi en politique, là, les communications publiques, l'élection, la pression publique. C'est peut-être un milieu qu'il peut y avoir plus d'erreurs qui sont commises. Je pense entre autres à John Dornan, lorsqu'il était PDG d'Horizon, son renvoi aussi avait été considéré illégal. Il avait reçu une indemnité. Donc, Jacques l'a bien dit, peut-être qu'il y a des leçons à apprendre de cette histoire. Il y a toujours des leçons à apprendre. On passe au prochain sujet de cette semaine.
Bon, et là, je vais commencer avec vous, Alix, parce que vous avez bien plongé là-dedans, je pense, ce sujet-là, cette semaine et bien avant. Là, le gouvernement Holt a dû se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça, la poursuite de la SANB, pour faire en sorte que le poste de lieutenant-gouverneur soit toujours bilingue en la personne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on prend ce que M. Higgs et son gouvernement ont fait comme approche? Et puis, force est de constater qu'on a des petites différences dans l'approche, mais c'est pas mal ça quand même. On a quand même un M. McKee qui dit qu'il serait favorable, lui, que la personne soit bilingue. Moi, je sais plus quoi penser de ça. Alix, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. La province a choisi essentiellement de maintenir la position du gouvernement Higgs, de continuer d'intervenir devant les tribunaux pour plaider des arguments qui sont contre celui de la SANB. Puis c'est vrai, les libéraux, Rob McKee disait cette semaine qu'il croit que la lieutenant-gouverneur devrait être bilingue, mais il y a une distinction ici, là. Ouais. Tout le monde est d'accord que ça devrait être bilingue dans le sens, ça serait mieux. La question qui occupe les tribunaux ici, c'est si ça devrait être obligatoire. Et ça, la province fait l'argument que ça ne devrait pas l'être. En fait, dans l'intervention de la province, il y a deux choses que le procureur général veut plaider à la Cour suprême. La première, c'est que si on devait, au terme de cette poursuite ou de ces procédures judiciaires, invalider complètement la lieutenant-gouverneur, il y aurait des conséquences juridiques au Nouveau-Brunswick. Ça, ce n'est pas très controversé. À l'extrême, si on devait tout invalider ce que la lieutenante a fait, c'est vrai qu'il y aurait du chaos qui pourrait être créé parce que là, il faudrait refaire certaines lois, refaire certaines nominations. Mais il y a moyen de contourner ça plusieurs étapes avant d'en arriver là. Donc ça, c'est le premier élément que la province veut plaider. Le deuxième, c'est là que ça devient plus intéressant, peut-être aussi un peu plus controversé, c'est que la province explique dans son mémoire sa propre vision des droits linguistiques. Et en fait, il y a un article qui est central dans la position de la province, c'est l'article 16.1. Cet article-là, ça va être la première fois que la Cour suprême pourrait se prononcer là-dessus. Donc, si elle dit quelque chose là-dessus, bon, le diable est dans les détails, la justice est dans les virgules, peut-être, là. Tout ce qu'elle va dire va avoir une jurisprudence. Donc, les enjeux ici sont importants. L'article 16.1, c'est l'article qui dit, entre autres, que les francophones minoritaires au Nouveau-Brunswick ont le droit à leurs institutions culturelle et d'éducation. Il y a certains observateurs, entre autres Michel Doucet, juriste, qui souligne que même si ça n'a pas été confirmé par les tribunaux, selon lui, 16.1 ouvre la porte à ce qu'on ait plus d'institutions que seulement la culture et l'éducation. Et ça, c'est d'ailleurs ce que d'autres organismes acadiens pensent. Il y a, entre autres, Égalité Santé en français, qui dit qu'il y a en ce moment une autre poursuite dans une autre affaire pour mettre des éléments de la santé dans 16.1. Et là où ça devient intéressant, c'est que la province, dans son mémoire, le gouvernement libéral de Rob McKee, le procureur général, plaide que 16.1 ne vise pas la dualité étatique. Donc, si elle parvenait à convaincre la Cour suprême que 16.1 ne vise pas une dualité étatique, j'ai entendu personne qui plaidait une dualité mur à mur, mais si on ne veut pas aller dans cette direction-là avec 16.1, ça pourrait freiner les revendications de ceux qui disent qu'il faut l'étendre à la santé ou aux garderies, par exemple. C'est là où on dit qu'il y a d'autres causes qui pourraient être influencées par ce qui va se passer là si ça se passe. Et voilà, oui. Et c'est pour ça aussi que l'Association des juristes francophones, visiblement, a tiré la sonnette d'alarme. Oui, L'association va intervenir en Cour suprême pour apporter ses arguments. Elle n'a toutefois pas attendu de déposer son mémoire. Elle est sortie cette semaine pour dénoncer la position de la province. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Jacques? C'est très complet, Alix, merci. Alix a raison. Il y a la Oui. question politique et légale. Justin Trudeau doit prendre responsabilité pour cette lacune-là. Peut-être c'était un indice de comment il allait perdre perspective sur plusieurs autres enjeux pendant ces années à pouvoir. La question légale n'est pas aussi claire parce qu'on ne sait pas, par exemple, si une section de la Constitution peut supprimer une autre, la discrétion de nommer un lieutenant-gouverneur peut supprimer une autre section de la Constitution. Et on ne sait pas quand Susan Holt disait en 2023 que la poste doit être bilingue, si elle prenait une position politique ou légale. Mais on sait que ce n'est pas la position de son gouvernement aujourd'hui. Absolument. Très, très intéressant. On va passer au dernier sujet.
Et justement, on l'évoquait, la première ministre. Tiens, je vais rester chez vous, Jacques, qui, comme ses homologues des autres provinces, ont convergé vers Huntsville, en Ontario, pour ce conseil de la Fédération, encore teinté de tout ce qui a trait là, avec les relations Canada-États-Unis, avec la visite de Mark Carney, qui veut encore un front uni. Alors, quel bilan on peut faire de la visite et aussi de la contribution de la première ministre à cet autre sommet, Jacques? Bien, je pense qu'on voit une date d'expiration sur cette harmonie parce qu'on parle de plus en plus que c'est mieux d'avoir pas d'entente qu'une mauvaise entente. On voit que le Japon accepte des tarifs de 15 L'Union européenne va peut-être accepter des tarifs de 15 Pour le Canada, la question est est-ce que notre entente de libre-échange va nous donner des exemptions dans certains secteurs, comme existe maintenant avec les tarifs actuels? Je pense qu'on peut commencer à voir aussi des tensions, des différentes positions entre les premiers ministres des provinces sur, par exemple, la question des oléoducs. Colombie-Britannique, Manitoba, Québec hésitent. Les autres sont complètement en faveur. Susan Holt a une image de beaucoup d'énergie puis harmoniser tout le monde, mais est-ce que ça peut durer pour le premier ministre Carney? Trop longtemps, je ne sais pas. À suivre. Alix Villeneuve là-dessus. Bien, je sens qu'il y a quand même une évolution des positions entre les premiers ministres sur les tarifs. Là. Au début du conflit, c'était fort, c'était unanime, c'était ferme. On n'en veut pas de tarifs. Cette fois, on sent qu'il y a une certaine évolution. On ouvre la porte. C'est pas tout le monde maintenant qui dit qu'il en faut plus absolument. Entre autres, Scott Moe, premier ministre dans l'Ouest canadien, il dit qu'il veut des tarifs. Il serait prêt à accepter des tarifs s'ils sont moins élevés que d'autres pays. Il dit que le Canada, c'est le plus grand pays. Partenaire des États-Unis. Partenaire. On peut avoir des tarifs, il faut juste que ce soit moins. Mark Carney a laissé entendre quelque chose dans le même sens en disant qu'il pourrait en avoir. Donc, ça me fait souligner que dans les dossiers à long terme, les dossiers peut-être qui traînent ou qui s'étendent sur une longue période, parfois on va voir des nouvelles normes qui soudainement deviennent un peu moins importants, moins saillants, et ce qui était autrefois inacceptable devient tranquillement plus acceptable ou davantage dans la zone du raisonnable. C'est un phénomène qu'on peut observer dans plusieurs situations également. C'est vraiment une guerre de nerfs là, qui va durer le plus longtemps, tenir le plus longtemps possible. Je veux dire, il n'a pas fini encore son mandat, Donald Trump. Hein? Alors, on verra. Monsieur Leblanc, Dominique Leblanc d'ailleurs, qui est à Washington ou qui rentre et qui va retourner la semaine prochaine. Et il y a Louis-Philippe à l'émission, aussi c'est Steve ou Louis-Philippe qui a dit, je pense qu'on va voir Monsieur Lotnick venir manger du homard avant longtemps au domicile de Dominique Leblanc. On ne sait pas si c'est là que ça va se conclure. À suivre. Alors, on va passer à vos cafés. Alors, je vais commencer avec vous, Jacques. Quel café de quelle nature cette semaine? Ben, j'ai un café très, très, très chaud. Peut-être c'est plus une patate chaude pour Susan Holt qui reconnaît que ça va être très difficile de baisser la liste d'attente pour les aînés qui attendent des placements dans les foyers de soins. Cette semaine, j'ai allé regarder des rapports du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui datent jusqu'à 1991. Est-ce qu'Alex était à l'école à cette époque-là? Qui disait que la population vieillissait et que certains changements dans les soins, en particulier les soins à domicile, fallait être adoptés. Différents premiers ministres ont essayé un petit peu, mais pas assez, évidemment, pour éviter la situation actuelle. Est-ce que Susan Holt peut être différente que les autres? On va voir. J'ai aussi un café écossais pour David Hickey, ministre du Logement, qui reconnaît cette semaine que la province a seulement construit 102 des 380 unités de logements sociaux qui étaient annoncées par le gouvernement Higgs en octobre 2022. Monsieur Hickey explique que c'est compliqué et que le gouvernement n'est pas habitué, après 40 ans, de construire des logements directement. La même position, la même déclaration que Jill Green a faite il y a 2 ans. L'histoire se répète trop, hein? 13 000 ménages attendent une place dans ces logements, d'ailleurs. OK, vos cafés, mon cher Alix. Bien, j'en ai 2. D'abord, un café chaud et invitant à Emmanuel Macron. On est en juillet, Martine. Ça fait 1 an que Emmanuel Macron devait venir. Il devait venir au mi-juillet l'an dernier. Il avait dit qu'il reportait. Un report, c'est pas une annulation. C'est vrai? La SANA me dit que c'est toujours pas formellement annulé. Donc, un café invitant. Peut-être que certaines personnes l'attendent encore.
en lui rappelant qu'il pourrait encore venir. Quoique, lorsqu'il a été au Québec l'an dernier, il avait rencontré Anthony Maillet, qui était une source aussi importante là, de la raison pourquoi il voulait venir au Nouveau-Brunswick. Mais en tout cas, la rencontre n'est pas officiellement annulée. Un autre café bien stimulant, celui-là pour Rob Lance, qui deviendra la semaine prochaine le président du Conseil de la Fédération. Il y a des années plus tranquilles que d'autres pour devenir président du Conseil. Cette année, je ne pense pas que ce le sera avec Donald Trump. Vous avez bien raison, le premier ministre actuel de l'île du Prince-Édouard. Ça bouge pas mal à l'île aussi, là. Alors, oui. Intéressant. Merci beaucoup, les deux. Lui-même, peut-être une course à la direction qui s'en vient à l'île du Prince-Édouard également, en même temps que tout ça. C'est ça, ça va être assez dynamique. Jacques, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et puis, Alix, merci pour cette semaine. On retrouve François vendredi prochain, mais on se dit à la prochaine et on suit vos reportages, Alix Villeneuve. Merci beaucoup. À bientôt. Grand plaisir. Au revoir. Alors, c'était notre café politique de ce vendredi 25 juillet.